Réalisation des fondations sur cuivre. Les fondations doivent reposer sur le bon sol. Ici, le bon sol est à 1 mètre. Une semelle filante est réalisée. Le bon sol est plus profond, par exemple 3 mètres. Un puits est réalisé. L'exécution du puits commence par l'implantation. L'emprise du puits est matérialisée par 4 bastins. Ils forment un cadre qui assure la protection des bords du puits. Les garde-corps ceinturent le puits. Le terrassement est réalisé avec une benne preneuse. Le terrassement descend jusqu'au bon sol. L'aspect de la terre indique que le bon sol est atteint. La profondeur du terrassement est contrôlée par rapport à la cote théorique. Voici l'implantation des puits. Ici, un puits est creusé trop près d'un premier puits. La terre s'effondre. Ici, on constate que l'implantation de ces puits sont rapprochés. L'ordre d'exécution doit être organisé pour éviter les éboulements des parois mitoyennes. Le terrassement commence par le puits numéro 1. Le béton est coulé. Le béton se durcit. Après sa prise, le terrassement du puits numéro 2 peut commencer. Les risques d'éboulement sont présents en permanence. Il est interdit de descendre dans un puits. Il faut éviter toute circulation d'engins à proximité. Pour éviter les risques d'éboulement, les engins doivent respecter une distance de sécurité. La profondeur du puits détermine cette distance. Cette distance correspond à la règle de 1 pour 1, soit un angle de 45 degrés. Ici, le puits a une profondeur de 3 mètres. L'engin doit être au moins à 3 mètres. Toute circulation dans cette zone peut entraîner un glissement de terre. Le bétonnage s'enchaîne de suite après le terrassement. Le coulage est réalisé avec du béton maigre. Le béton est coulé au milieu du puits pour éviter l'éboulement des parois. En cas de présence importante d'eau, le béton est coulé à l'aide d'un tube plongeur. Le tube plongeur permet au béton de chasser l'eau. La hauteur d'arase est vérifiée. Réalisation des fondations sur pieux.
Les fondations s'appuient sur le bon sol. Voici une fondation superficielle, ici une semelle filante. Des pieux permet d'organiser l'implantation des chaises et de tracer l'axe de chaque pieu. Des piquets matérialisent l'axe de chaque pieu. Les pieux sont réalisés par des entreprises spécialisées. Le forage du pieu est réalisé par une tarière. Ici, le pieu est armé sur toute sa hauteur. Le coulage du béton est réalisé avec un tube plongeur. Le bétonnage fait remonter l'eau et les résidus de terre. Le tube plongeur est toujours noyé dans le béton. La tête du pieu est terrassée. La hauteur du coulage tient compte de la présence du mauvais béton. L'élimination du mauvais béton est appelée recépage. Le recépage est effectué avec le marteau-piqueur. Le béton de propreté est mis de niveau. Un béton maigre permet le traçage de la tête du pieu et garantit la propreté ainsi que le calage des aciers. L'axe des fils est implanté. Le traçage de l'axe des fils permet de contrôler l'implantation du pieu. L'épaisseur des longrines est tracée. Le panier est axé sur la tête du pieu. Les cales garantissent un bon enrobage. Le panier est ligaturé au fer en attente. Les aciers doivent être propres. Le coffrage est mis en place. Les joues de coffrage sont maintenues par des tiges filetées. La rase est repérée. Un contrôle de la position des aciers et de leur propreté est effectué. La tête de pieu est coulée et vibrée.
Le béton est arasé, étaloché. L'axe de la file est reporté sur le coffrage. Les attentes sont mises en place. La prise du béton est contrôlée avant de décoffrer. Les joues sont décoffrées avec précaution pour permettre leur réemploi. Le panneau est nettoyé. Le panneau est huilé. Réalisation d'un dallage. Voici un bâtiment avec ses fondations, ses murs et ses planchers. Ici, un dallage. Un dallage n'est pas une fondation. C'est un élément autoportant et en général indépendant de la structure porteuse. La réalisation d'un dallage commence par la pose des raisons enterrées. Un dallage repose sur une forme dressée et compactée. Certains sols de mauvaise portance sont reconstitués. Du ciment et de la chaux sont répandus sur le sol. Le malaxeur mélange le ciment et la chaux avec la terre. Ce mélange est réalisé par une fraise. Le terrain, ainsi traité, est nivelé, puis compacté. Une attention particulière est portée le long des murs et dans les angles. Des essais de plaques mesurent la portance de la forme. Le piquetage définit la forme du dallage. La surface du dallage peut être de niveau ou en pente. L'isolant périphérique est posé dans un décaissé, réalisé dans la forme. Un film plastique évite les fuites de l'étance, garantit la propreté des aciers et limite les remontées d'humidité. La remontée du film plastique sur les ouvrages verticaux assure la désolidarisation du dallage par un joint sec. Ici, une bande de polystyrène permet la dilatation du dallage. Voici une chaise. Les armatures sont posées dans la partie supérieure du dallage. Les chaises garantissent la bonne position des armatures.
il faut maîtriser la quantité de béton déversée en fonction de l'épaisseur du dallage. Le béton est vibré. Le dressage du béton est dégrossi à la raclette. Les points de niveau sont posés. La dalle est dressée. Dans le cas d'un talochage manuel, celui-ci est fait à l'avancement. Dans le cas d'un talochage mécanique, le talochage débute après un certain temps de prise du béton. La circulation d'engins détériore rapidement la surface du béton. Un durcisseur incorporé pendant le surfaçage garantit la résistance à l'usure de la surface. La mise en œuvre d'un produit de cure protège le béton d'une évaporation trop rapide en période de chaleur. Voici une dalle qui fait sa prise par forte chaleur. Une évaporation trop rapide entraîne le faïençage. L'exécution d'un dallage nécessite la réalisation des joints de retrait. Ceux-ci provoquent puis maîtrisent l'apparition de fissures. En règle générale, un joint est réalisé tous les 25 mètres carrés. Soutènement. Parois berlinoises, parois moulées. Les parois de soutènement retiennent les terres lorsque la réalisation de talus est impossible. Ici, nous construisons 4 niveaux de sous-sol à proximité d'un bâtiment mitoyen. La réalisation de parois berlinoises commence par le creusement d'un trou à la tarière. Les profilés métalliques sont mis en place. Voici la position des profilés. Les profilés sont généralement espacés d'une distance pouvant aller de 1,80 m à 3 mètres. Le terrassement en pleine masse s'effectue par passe d'environ 2 mètres de haut. Le terrassement entre les profilés se fait manuellement. Ici, le terrain est friable. Des planches retiennent les terres. Les armatures reliées au profilé sont mises en place. Le béton projeté crée la paroi de soutènement. Une finition est apportée par talochage du béton frais. Ces parois de soutènement nécessitent la pose de tirants d'ancrage et la pose d'un butonnage. Une autre méthode permet de retenir les terres. C'est la paroi moulée. Celle-ci a 2 autres avantages. Elle assure l'étanchéité de la paroi et peut servir éventuellement de fondation. L'exécution de parois moulées commence par la construction de murettes guides. Elles garantissent la bonne implantation de la paroi moulée. Ces murettes servent de guide à l'outil de forage. La paroi moulée est forée à l'aide d'une benne à câble.
Un mélange de bentonite et d'eau, appelé boue de forage, assure le maintien des parois de la tranchée. Cette boue est alimentée au fur et à mesure du forage. La terre extraite est remplacée par la bentonite. Le rôle de la bentonite est d'exercer une pression permanente sur les parois pour éviter tout effondrement. La paroi moulée est excavée entièrement. Des tubes joints posés aux extrémités assurent l'étanchéité des reprises. Ici, un tube joint équipé d'un joint waterstop. Les armatures sont mises en place. Les cales à béton sont posées. Le bétonnage se fait à l'aide d'un tube plongeur. Le béton refoule la bentonite vers le haut. La bentonite est aspirée pour réutilisation. Le tube plongeur doit toujours être noyé dans le béton. La réalisation des parois moulées s'exécute par panneaux alternés. Ces panneaux ont des longueurs variant de 5 à 7 mètres. Après la prise du béton du panneau 1 et 2, l'exécution du panneau 3 commence. La stabilité provisoire ou définitive de la paroi moulée peut nécessiter des ancrages par tirant ou butonnage. Un recépage de la partie haute de la paroi élimine le mauvais béton. Le bétonnage. Avant le coulage, le matériel est approvisionné. Le fonctionnement de l'aiguille est contrôlé. Le laser est réglé sur le niveau de référence. Un contrôle visuel permet de vérifier que tout est en ordre. Dans le cas d'un plancher sur prédale, la prédale est arrosée abondamment avant le coulage pour améliorer l'adhérence entre les deux bétons. La consistance du béton est définie à la commande et permet une mise en œuvre sans rajout d'eau. Tout rajout d'eau sur chantier est interdit, car il réduit la résistance du béton. Voici un plancher qui vient d'être coulé avec un béton trop mouillé. La ségrégation apparaît. Les agrégats les plus lourds descendent. L'eau remonte en entraînant le ciment et les agrégats les plus fins. Cette ségrégation fait perdre de la résistance au béton. Pendant la prise du béton, l'excès d'eau entraîne un retrait important.
du faïençage et des fissures apparaissent. L'excès d'eau reste en surface. Après évaporation, il ne reste plus que le ciment. Ce phénomène s'appelle le farinage. C'est une gêne pour le collage des revêtements. Pour connaître la résistance du béton, 3 éprouvettes sont remplies. Ces éprouvettes sont envoyées au laboratoire pour contrôler leur résistance à la compression. Ici, l'essai est effectué sur une éprouvette de section carrée. Voici 2 éprouvettes. Ce béton n'a pas eu de rajout d'eau. Le béton de cette éprouvette a eu un rajout d'eau sur le chantier. L'éprouvette ayant eu un rajout d'eau s'écrase avant la résistance souhaitée. Le béton est réparti en quantité nécessaire et en épaisseur constante. La vitesse de coulage doit être maîtrisée pour ne pas déplacer les réservations et les aciers. Le niveau de nivellement du béton est dégrossi avec le râteau. Cette phase de travail doit être la plus précise possible. Elle évitera de déplacer le béton après le coulage. L'aiguille est tirée horizontalement dans le béton pour les surfaces courantes. Un soin particulier est apporté à la vibration des clavetages, nœuds, poutres et chaînages. Voici un plancher avec une poutre incorporée. Le vibreur est glissé sous le chapeau. Le vibreur est glissé verticalement dans la poutre. Les points de repère sont réglés au bon niveau. Ces points de repère quadrillent la surface à régler. Des nus sont réalisés en utilisant les points de repère. Le dressage de la dalle est guidé par des nus. Cette opération est facilitée si le dégrossi du nivellement est soigné. Le surfaçage commence par les bords et se termine par le centre des travées. Un soin particulier est apporté à la finition autour des réservations. Après coulage, un contrôle visuel permet de s'assurer que tout est en ordre. Les coulures de béton sont enlevées sur les murs et sur le matériel de coffrage. Le matériel de coulage est nettoyé. La membrane plastique du contacteur est nettoyée pendant que le béton est frais. Voici l'élément à couler. La rase du poteau est à 1,90 m du sol. Pour travailler dans de bonnes conditions et être en sécurité,
l'ouvrier installe un échafaudage. Le plancher de l'échafaudage est placé à 1 mètre du sol. Un garde-corps est obligatoire pour pallier au risque de chute. L'échafaudage est correctement installé. L'ouvrier avait auparavant imprégné l'intérieur du coffrage d'huile de démoulage. On prend l'option du vibrage interne. Avant de fabriquer le béton, l'ouvrier calcule le volume du poteau. Le poteau a une section de 20 cm par 20 cm et une hauteur de 1,75 m. 0,2 multiplié par 0,2 égale 0,04 mètres carrés. 0,04 multiplié par 1,75 égale 0,07 mètres cubes, soit 70 décimètres cubes. Le volume du poteau est de 70 litres. Le dosage du béton est de 350 kg de ciment au mètre cube de béton. Pour couler le poteau avec ce béton, il faut 0,056 mètres cubes de gravier, soit 56 litres, 24 kg de ciment, 0,028 mètres cubes de sable sec, soit 28 litres. La quantité d'eau est d'environ 12 litres. Le coffrage étant humidifié, l'ouvrier coule le poteau en 2 fois. À l'aide du seau et de la truelle, il remplit le coffrage. Lorsque le béton chute d'une hauteur importante, on risque la ségrégation du béton. Pour éviter ce défaut, on utilise une manche à béton. Lorsque le béton a atteint la moitié de la hauteur, l'ouvrier effectue un premier vibrage. Il plonge l'aiguille jusqu'au fond du coffrage et la remonte lentement, moteur en action, pour laisser le temps au granulat de combler les vides.
Il surveille le positionnement de l'armature dans le coffrage. Le vibrage assure le serrage des éléments en évacuant les bulles d'air. Lorsqu'il n'y a plus de bulles, l'ouvrier éteint le vibreur. L'ouvrier finit de remplir le coffrage. L'ouvrier met le maximum de béton. La vibration évacue l'air. L'ouvrier complète le coulage jusqu'à obtenir la hauteur prévue après serrage des éléments. Une vibration prolongée entraînerait la ségrégation du béton et nuirait à la stabilité de l'ouvrage. L'ouvrier contrôle l'aplomb du poteau. Le coffrage doit rester en place jusqu'à durcissement du béton. Lorsque le béton a suffisamment durci, l'ouvrier décoffre le poteau. L'ouvrier effectue le décoffrage dans un ordre préétabli, qui est l'inverse de celui du coffrage. Il enlève les contreventements. Il enlève les pièces d'embase. L'ouvrier désolidarise les panneaux.
Il fait levier avec l'arrache-clou pour décoller les éléments. Il enlève un fond de moule. Pour décoller le fond de moule, l'ouvrier donne un coup de marteau sec sur le champ de la planche. Le marteau est placé à 45 degrés pour éviter d'abîmer le poteau. Il enlève les deux autres panneaux. L'ouvrier enlève les traverses. Il retire les pointes. L'ouvrier nettoie les bois et les range. L'aspect du béton est fonction des précautions prises au décoffrage, au coulage, mais également à la conception et à la mise en place du coffrage. Coffrage d'une poutre coulée en place. Voici une poutre coulée en place. La poutre repose sur un mur et sur un poteau. Les réservations et les arases sont prévues sur les murs et les poteaux pendant leur exécution. L'implantation de la poutre est réalisée. Le tracé de la poutre est remonté. La rase inférieure de la poutre est tracée. Le traçage au sol guide le positionnement des tours-échelles. Le platelage de travail et les garde-corps sont mis en place. Tu me diras si t'es bon, Jean-Marc. Le fond de moule est tracé. Les filières secondaires sont posées. Le fond de moule est fixé sur les filières. Les chanfreins sur les angles saillants suppriment la fragilité des arêtes vives. Les cales sont posées sur le ferraillage. Voici une poutre non ferraillée. Sous une charge, des ruptures apparaissent dans les zones de traction, ici en rouge. Les aciers principaux renforcent ces zones tendues.
Au niveau des points d'appui, un cisaillement apparaît. Cet effort de cisaillement est repris par les cadres. Ceux-ci sont plus rapprochés près des appuis. Le ferraillage est composé d'acier porteur, de chapeaux, de cadres, d'acier de montage. Les joues sont posées, fixées et réglées. Encore un peu. C'est bon.